Bonjour, et bien j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du bonus avec ce troisième exemple. Hélène attend un bébé, elle m'est adressée par son psychiatre parce que je suis spécialisé en psychiatrie périnatale. Elle a été soignée pour un épisode anxio-dépressif après avoir changé de région et alors qu'un membre de sa famille avait présenté malheureusement un cancer du cerveau. On lui avait également découvert un nodule au sein qui n'était pas cancéreux, mais elle restait persuadée que les médecins se trompaient et qu'elle avait un cancer du sein métastasé dans les os et le cerveau. À cette époque, elle était donc très angoissée à l'idée d'avoir une maladie grave et elle présentait des signes de dépression avec tristesse, troubles du sommeil, perte d'appétit, difficulté de concentration. Le médecin avait préconisé des techniques de relaxation et mis en place un traitement médicamenteux antidépresseur avec succès. Lorsque je fais sa connaissance, elle va bien, elle ne présente plus de signes de dépression depuis plus de 6 mois, mais elle souhaite arrêter son traitement antidépresseur pour la fin de la grossesse et dans la perspective de l'allaitement, ce qui, sur le plan médical, semble possible rapidement puisque c'est son premier épisode dépressif. Lors de cet entretien, on va ainsi confirmer l'absence de signes de dépression, mais il se trouve qu'une phobie sociale va être détectée ainsi qu'une phobie de la foule. Je vais lui proposer de traiter ses peurs pour limiter ses gènes et je lui explique donc la méthode et lui propose d'appliquer l'intention paradoxale dans les situations sociales. Elle devra également pratiquer régulièrement la cohérence cardiaque. 2 mois plus tard, Hélène a arrêté son traitement et elle pratique régulièrement les exercices de respiration. Elle applique également l'intention paradoxale dans les situations sociales, souhaitant rougir au point que sa tête exploserait. Elle raconte qu'elle a rougi un tout petit peu, puis elle s'est mise à rire intérieurement en se disant que ça n'était pas grave. Elle s'affirme ainsi davantage et ose dire aux autres ses éventuels désaccords. Hélène accouche dans de bonnes conditions et tout se passe bien avec le bébé. Son moral est bon et elle gère bien son angoisse. Elle reste toutefois stressée. Elle a notamment failli être renversée par une voiture, ce qui lui en fait ensuite très peur avec la crainte d'être agressée. Elle reste inquiète du jugement des autres et a peur d'être jugée nulle. Elle continue à pratiquer les intentions paradoxales sur ses peurs. Cependant, lors de l'entretien suivant, alors que son enfant est âgé de 6 semaines, elle commence à se sentir moins bien et avoir à nouveau des pensées sur la maladie. Elle craint d'être malade et d'avoir quelque chose de grave. Elle n'est pas triste, mais elle remarque que l'épisode précédent avait commencé de la même manière. Nous surveillons donc cet état de près, je la revois la semaine suivante. Elle a vraiment très peur d'avoir une tumeur au cerveau et a présenté un épisode de panique le dimanche matin, croyant perdre la vue. Elle a un besoin irrépressible de poser des questions à son mari afin de savoir s'il vit les mêmes choses qu'elle, s'il perçoit les mêmes sensations. C'est plus fort qu'elle, elle ne peut pas s'en empêcher. Si elle ne le fait pas, elle pense qu'elle va tomber malade. Elle se met à avoir peur de tout, du dentiste, des chiens, des vaches, des animaux, et cela lui donne la boule au ventre. En revanche, elle n'hésite pas à pratiquer les intentions paradoxales en se disant par exemple « Demain matin, je vais me réveiller avec un mal de tête et je ne pourrai pas me lever du lit. J'aurai un scanner et les médecins me trouveront une belle tumeur et ils me féliciteront en ne me donnant plus qu'une semaine à vivre. Mais ce n'est pas grave, mon mari va trouver une autre femme et dans une semaine, ce sera fini. » Je l'encourage à pratiquer ces intentions paradoxales qu'elle effectue correctement. Je lui propose de prendre un traitement si elle le souhaite, mais pour le moment, elle préfère l'éviter. Et lors de l'entretien suivant, elle me raconte avoir eu très mal à la tête et avoir craint d'avoir une tumeur au cerveau. Elle a alors souhaité pendant près d'une vingtaine de minutes avoir une tumeur au cerveau. Cela lui a été très très difficile à penser. Il lui a demandé beaucoup de courage et d'efforts, mais elle s'est détendue à la fin et a pu rire de sa peur. Elle reste encore toujours en difficulté avec le regard des autres, craignant de faire des erreurs, de perdre son travail et d'être jugée. Elle a également peur des chiens et a tendance à les éviter. Moins d'1 mois plus tard, elle décide de reprendre son traitement
antidépresseur car elle se met à avoir envie de pleurer sans raison. 2 mois après, sa peur d'avoir un cancer persiste, pouvant l'obséder toute la journée. Elle pratique alors des intentions paradoxales et évalue que sa gêne a diminué d'environ 50%. Dès le matin, elle souhaite avoir de vrais symptômes et d'aller à l'hôpital. Elle souhaite qu'on découvre la plus belle des tumeurs et qu'on la félicite, car c'est le diagnostic qu'elle a trouvé elle-même grâce à Internet. Elle n'a plus qu'une semaine à vivre. Tout le monde va être bien, son mari va retrouver une autre femme. Personne n'est triste, tout le monde l'oublie. Alors ce scénario paradoxal la fait sourire, car cela tourne en ridicule sa peur. Elle y pense 6 à 7 fois par jour et cela l'aide à prendre de la distance avec sa peur. Malgré tout, cela n'empêche pas de revenir embêter les gens, surtout son mari. Elle lui pose des questions pour savoir de façon détournée s'il a par exemple de la fatigue oculaire, car selon elle, c'est un signe de cancer du cerveau. Elle recherche également des informations sur Internet sur le cancer du cerveau. De retour du travail, par un temps de pluie et dans la nuit, avec des essuie-glaces qu'il faudrait changer, elle interprète les traces sur le pare-brise comme des signes de vision double qui indiqueraient bien qu'elle a une tumeur au cerveau, ce dont elle craint. Le lendemain, elle pose alors des questions à son mari de manière insistante pour savoir si cela lui est déjà arrivé. Et elle peut y passer presque 1 heure par jour. Elle a peur que son mari lui réponde « cela ne m'est jamais arrivé ». Comme son mari la rassure, elle repose à nouveau des questions au cours de la journée, car cela revient dans sa tête et elle doute des réponses données. Alors, il est décidé d'améliorer le soin par l'intention paradoxale en travaillant sur ce besoin incessant de questionner qui, en fin de compte, annule la méthode. Elle doit cesser à présent de poser des questions et de rechercher des informations sur Internet tout en souhaitant avoir la plus belle des tumeurs. Hélène est autonome dans son travail sur l'intention paradoxale et je la revois seulement 3 mois plus tard. Les intentions paradoxales qu'elle a pratiquées donnent maintenant un bon résultat et ses scores d'angoisse ont très nettement chuté. Nous avons mis en place un tableau de suivi de l'ensemble de ces peurs et nous veillons à la diminution des scores de chacune d'entre elles. Au travail, Hélène arrive à répondre maintenant sans rougir. Si elle n'est pas d'accord avec quelqu'un, elle ose le dire. Elle n'a plus peur de faire des erreurs. Elle n'évite plus les chiens en traversant de l'autre côté du trottoir. Elle ne consulte plus Internet pour rechercher les signes des maladies graves et elle n'a plus peur d'en avoir. Elle passe à autre chose si cela revient dans sa tête. Elle affirme également dans ses relations de voisinage, elle s'affirme, et elle est allée plus facilement à la rencontre de ses voisins qui avaient mis de la musique forte jusqu'à 3 heures du matin. Elle reste encore gênée à l'idée d'être observée, mais ne s'en inquiète plus autant. Il existe ainsi une très bonne amélioration depuis l'entretien précédent et nous évoquons la possibilité de diminuer progressivement son traitement médicamenteux d'ici quelques mois. À la suite de quelques rendez-vous annulés, nous ne faisons le point que 3 mois plus tard et Hélène n'a que de bonnes nouvelles à donner. Elle est très satisfaite d'avoir réussi à soigner sa peur de la maladie. Elle n'évite plus certains trajets de voiture de crainte de rencontrer un chien sur la route. Elle s'est mise à souhaiter en rencontrer un et qu'il sorte d'un jardin. Elle parvient à dire calmement les choses à ses voisins sans se stresser ni craindre d'être agressée. Et nous avons affiné le soin de sa phobie sociale. Elle a peur d'être regardée, qu'on la trouve moche, elle a peur de rougir, qu'on ne l'aime pas. Elle va donc s'appliquer à fabriquer des soins paradoxaux au plus près de l'ensemble de ses peurs. Et le mois suivant, elle prend de l'assurance et a du courage même pour demander une augmentation à son patron, ce qu'elle n'avait jamais osé faire jusqu'à présent. Très gênée au travail, lorsque quelqu'un se trouve derrière elle et la regarde, elle fait l'effort de souhaiter ses peurs, souhaitant rougir au point que sa tête éclate et comme celle-ci est vide, il y aura plein de poussière qui sortira. Ce scénario la fait rire et on lui demande d'ailleurs pourquoi, elle en a oublié sa peur de rougir. Elle va de mieux en mieux et nous décidons donc un arrêt progressif du traitement. Elle continue à pratiquer la cohérence cardiaque et utilise toujours l'intention paradoxale pour soigner ses peurs. Craignant de se mettre à pleurer et de paniquer lorsqu'elle doit s'exprimer face aux autres, elle a souhaité pleurer et se noyer dans ses larmes, ce qui a bien fonctionné, notamment à la suite
d'une petite erreur qu'elle avait faite au travail. Hélène apprécie le travail par l'intention paradoxale. Cela me plaît de rigoler de mes peurs. Elle ne rougit plus jamais au travail et ses collègues l'ont remarqué. Elle a de plus en plus d'assurance et les gens s'en étonnent, ils ne la reconnaissent plus. Son état reste stable plusieurs mois après l'arrêt du traitement médicamenteux et le suivi se sera étalé sur 15 séances au total. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce troisième exemple et à bientôt. Au revoir.